Salut les gars, bienvenue sur Kakaku. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale, c'est le débrief du Mont Blanc. L'an dernier on avait tenté de le grimper avec 3 poteaux. C'était un rêve, un challenge, un défi sportif et on voulait se former à l'alpinisme. Et bah cette année, on l'a retenté et je vais te raconter tout ça dans cette vidéo. Donc installe-toi bien et c'est parti. L'an dernier, je me suis rendu compte que les muscles ultra sollicités pendant que tu faisais de l'alpinisme, il y en avait 4. C'était les quadris, les ischios, les mollets et les lombaires. Et du coup, je me suis dit cette année, je ne vais pas me faire avoir et je vais me faire un programme personnalisé pour renforcer ces muscles. Donc le samedi, je me faisais une séance jambes avec principalement 4 exercices, pistol squat, fente, squat et extension mollet. Et je les faisais presque tous lestés. Le deuxième aspect super important à renforcer quand tu es en montagne, c'est le cardio. Parce que dès que tu fais un effort à plus de 3500 mètres, marcher longtemps, il faut que ton cardio il tienne le coup. Pour renforcer mon cardio, du coup, je faisais le mardi et le jeudi du fractionné et je suivais le programme dont je te parle dans la vidéo du Luc Léger. Tu peux aller voir la vidéo ou alors je te remets en description le lien du programme. Et enfin, le meilleur pour la fin, j'avais 3 séances de street, lundi, mercredi, vendredi, que je conservais. Et le seul aspect un peu particulier, c'est que je réduisais mes temps de récupération pour gratter un peu de cardio. Du côté de mon alimentation, j'ai pas changé grand chose, à part que vu que j'avais 6 séances de sport chaque semaine, je me disais qu'il fallait quand même que je récupère bien. Et pour bien récupérer, c'est bien de remplir ses quotas de protéines et de calories. Du coup, j'utilisais l'application MyFitnessPal pour traquer toutes mes calories et mes protéines. Et je mangeais beaucoup de poulet, beurre de cacahuète, fromage blanc, etc. Donc plein d'aliments très protéinés. Il faut savoir que la préparation que j'ai faite pour gravir le Mont Blanc était personnelle. Ça dépend des individus. Toute l'année, je fais du sport, donc je savais qu'un mois devrait me suffire pour renforcer mes points faibles et donc être à l'aise le jour du Mont Blanc. Mais des personnes non préparées et peu sportives, ou voire plus âgées, vont peut-être mettre 3, 6 mois, 1 an à devoir se préparer. Donc ça dépend vraiment de toi et il n'y a que toi qui peux le savoir. Du côté de l'équipement, tu ne vas pas gravir le Mont Blanc en basket. Si c'était à refaire, je partirais avec ses souliers et... Ferme ta gueule à tout jamais. Il va te falloir un équipement adapté à cette pratique. Donc dans un premier temps, il va falloir que tu te protèges du froid. Il va te falloir un t-shirt technique, une polaire, un collant, des grosses chaussettes, un bonnet, une écharpe et des gants. Pour être honnête avec toi, j'ai réussi à oublier les gants et l'écharpe cette année. Mais bon, je les ai rachetés in extremis, donc ça passait. Au-dessus de ça, tu vas mettre une couche imperméable. On prend souvent l'exemple de la marque Gore-Tex parce qu'elle est très efficace et elle fonctionne nickel. Et pour ça, je l'avais aussi loué. Ou alors tu peux prendre tes vêtements de ski. Au lieu de racheter ou de louer quelque chose, ça fera très bien l'affaire. Et enfin, au-dessus de tout ça, tu vas mettre ton équipement spécifique alpinisme. Donc là, ça va être un casque, un piolet, le baudrier, les chaussures Sportiva, éventuellement des guêtres pour protéger ton pantalon et des crampons que tu vas mettre sur tes Sportiva quand tu vas être sur la glace ou sur la neige. Idéalement, après ton mois de préparation physique, il va falloir que tu passes une semaine d'acclimatation dans les montagnes. Donc l'acclimatation, c'est quoi? C'est que tu vas faire des randos à plus de 3000 mètres pendant une semaine pour habituer ton corps en fait à marcher déjà et au manque d'oxygène. Parce que plus tu montes en altitude, plus l'oxygène dans l'air va se raréfier. Donc ça va être plus dur pour toi l'effort. L'effort va être vraiment plus dur et tu vas t'éviter aussi de te taper un mal des montagnes. Mais ça, t'inquiète pas, on en reparlera un peu plus tard. La vérité par rapport à ma préparation, c'est que j'avais commencé début juillet, donc de manière intense à faire mes entraînements comme prévu. Sauf que le week-end du 19 au 21 juillet, je suis allé au festival des Vieilles Charrues et pas de chance, je me suis blessé la jambe. Du coup, j'ai essayé de la réparer plusieurs fois chez l'ostéo, mais rien n'a fonctionné. Ce qui fait que 2 semaines en fait précédant l'ascension du Mont Blanc, j'ai pas pu m'entraîner physiquement. Et le deuxième problème qui s'est ajouté à ça, c'est que j'avais un stage qui finissait le 2 août et notre ascension commençait le 5 août. Du coup, ça fait que j'ai pas pu m'acclimater proprement et j'ai même pas eu le temps de faire une seule randonnée dans les montagnes parce que 48 heures avant de grimper le Mont Blanc, il faut que tu reposes ton corps au maximum. Le lundi 5 août à 5 h, on décolle de notre logement pour rejoindre les guides au téléphérique de Bellevue et prendre la cabine à 8 h 30. On prend la cabine et dans la cabine, là, un des guides me pose la question qui tue. Du coup, les gars, pour vous acclimater, vous avez fait quel mont la semaine dernière? Du coup, là, j'esquive et je laisse MacBoul répondre. Du coup, le guide en profite pour nous rappeler les dangers de ne pas être physiquement assez prêt et de ne pas être assez acclimaté. Après ça, on arrive au plateau de Bellevue, donc à 1800 mètres, et on doit y attendre pendant 1 heure le train qui va nous monter jusqu'au Nid d'Aigle. Et pendant qu'on attend le train, on observe un peu la montagne. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de nuages et beaucoup de vent. On demande au guide si ça va toujours le faire, et ils nous disent, écoutez les gars, pour l'instant, normalement la tempête est prévue de 9 à 10 heures demain, et à 9 et 10 heures demain, on devrait déjà être sur la descente.
Donc tout devrait bien se passer. Très bien, le train arrive, on monte dans le train, et tranquillement, on arrive jusqu'au nid d'aigle à 2372 mètres. Arrivé en haut, à peine on a commencé à marcher qu'on se fait stopper par 2 personnes qui depuis mai assurent la sécurité de la voie du goûter. Ils sont là pour vérifier qu'on a bien nos places dans le refuge du goûter pour la nuit. Le problème du refuge du goûter, c'est qu'il n'y a que 120 places disponibles et il est toujours plein. Du coup, si tu veux une place, il faut réserver 3 mois à l'avance pour être sûr de l'avoir. Et le truc, c'est que bien sûr, il y a des personnes qui montent et qui n'ont pas leur place. Du coup, arrivé au refuge, quand il est trop tard, les personnes ne peuvent plus refuser de personnes au refuge parce qu'il serait trop dangereux de les laisser toutes seules, soit tenter l'ascension, soit de redescendre. Et du coup, elles les hébergent dans la salle d'entrée en fait où tu mets tes chaussures. Donc c'est hyper ghetto. Ou alors carrément les mecs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient des tentes et ils faisaient du camping sauvage à 4000 mètres d'altitude. Ils nous expliquent aussi que c'est pour vérifier qu'on n'est pas des peintres. En gros, qu'on a le matériel requis, éventuellement qu'on a des guides ou qu'on s'y connaît un peu en haute montagne. Et aussi un facteur un peu plus difficile à voir, c'est si on n'est pas complètement taré. T'es un malade, Bernard, un malade! Parce que durant cette saison, ils ont eu une affaire où il y avait un groupe italien qui marchait sur une arête et en fait, ils se sont fait dépasser par une guide. Ils n'ont pas kiffé qu'une femme les dépasse et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont carrément poussé de l'arête. T'es un malade, Bernard! Mais par chance, elle était encordée et du coup, en fait, elle s'est fait rattraper par ses compagnons. Donc c'est pour ça qu'ils sont là. Après cette histoire, on commence tranquillement à monter, ça chauffe un peu les jambes, il fait beau, il fait chaud, tout se passe bien. Et pour ma patte blessée, j'avais pris un anti-inflammatoire, de la codéine et je m'étais appliqué un peu de baume du tigre sur la zone. Et ça se passait parfaitement bien, j'avais presque pas de douleur, donc nickel. Au bout de 100 mètres, Meyer décide de me faire un coup de lame secrète dans les côtes et il me dit qu'on venait de faire seulement 100 mètres de dénivelé et qu'aujourd'hui on en avait 1500 à faire avant d'arriver au refuge du goûter, soit notre objectif de la journée. Arrivé au glacier de la Tête Rousse à 2950 mètres, la rando c'est fini, place à l'alpinisme. Du coup là on s'équipe de tout notre matériel de guerrier et on se rajoute quelques couches parce que depuis le nid d'aigle on avait perdu à peu près 10 à 15 degrés. On fait encore quelques mètres et on arrive au début du mur de 1000 mètres de dénivelé à faire qui est marqué par le couloir du goûter, Corridor of Death comme il est appelé à l'international. Mais en fait on ne savait pas à ce moment-là à quel point il était dangereux. C'est une affaire d'alpinisme. Le Mont Blanc, c'est pas une affaire de brochure d'agence de voyage. De risque, elle est inhérente à cette pratique. Tira un rumore lontano, sembra un serpente. Avant de traverser le couloir, le guide nous explique qu'il faut bien observer la pente de la montagne pour voir s'il n'y a pas des pierres qui nous tomberaient dessus. Quand c'est bon, on y va très vite, il ne faut pas courir de risque de trébucher et tomber, mais il ne faut pas perdre son temps dans cette pente. On traverse, sans accroc, tout se passe bien, et on attend la deuxième cordée avec nos 2 autres potes. On les voit traverser, donc pareil, ils se pressent, et au milieu, il y a une pierre qui passe entre eux, tu vois. Donc là, on se dit, ah ouais, c'est vraiment chaud comme truc. Ils arrivent, tout se passe bien, et là, on est parti pour grimper vraiment la grosse pente de pierre avant d'arriver au refuge. Là, on est parti pour la partie vraiment difficile de la journée, où la marche va être très dure parce que la pente est très raide, avec des cailloux, où finalement, tu vas finir par escalader, et donc tu alternes entre marche et escalade tout du long. Et pour ne pas aider la chose, en fait, à ce moment-là, il y a de plus en plus de nuages, du coup, on avait un espèce de plafond de nuages au-dessus de nous, ce qui fait qu'on n'avait plus notre objectif en visu. Tu vois, on ne pouvait plus voir le refuge. Du coup, tu montes, mais tu sais jamais quand est-ce que tu vas arriver. Du coup, l'ascension te paraît vraiment interminable. Juste avant d'arriver au refuge du goûter à 3835 mètres, tu finis par une arête enneigée où j'ai failli me péter la gueule et on était enfin arrivé. Donc là, mec, j'étais exténué, mais on était quand même content d'y être enfin. On est au goûter. Parti à quelle heure? On est parti à 10h15 et on est arrivé à 13h30. Il y a un vent de bâtard, il fait super froid et on voit rien. Arrivé dans le refuge, on mange un petit truc. Alors c'était comment? Full escalade mec. L'escalade. C'est badant, c'était long, mais c'est pas mal. C'est brumeux. Et la bécasse. Ça fait la botte. Et il arrive, j'ai fait crever. Pas sûr que je finisse cette excursion vivant. Et après, on va directement en chambre parce qu'on est en PLS et on veut dormir. Donc là, je m'éteins complètement pendant 2 heures. Et au réveil, on se regarde tous et on a tous le même problème. On a tous mal au crâne.
coup, je me lève et là, pouah, je me bête à moitié la gueule et je sens que j'ai vraiment très mal au crâne et j'ai un peu la nausée. Ouais, l'œil. Bon, c'est pas grave, on descend, on va au réfectoire et là, c'est parti pour le repas du refuge en montagne. Donc là, mec, c'est parti, c'est gros repas de porc. En gros, c'est tu commences par une soupe avec des bouts de comté, t'enchaînes avec un hachis parmentier au canard. Mais quand t'as la nausée, il n'y a pas pire. Tu continues avec du fromage et du dessert. Et en plus, pendant ce temps-là, les autres, ça allait mieux. Et du coup, ils avaient faim. Ils étaient en mode, on veut du rab, vas-y. Ça grattait des plats sur les autres tables. On va avoir du rap de Mont Blanc. Ah non, Jamel, c'est pas possible, là, je n'en aurai jamais assez pour tout le monde. Mesdames, messieurs, vous êtes témoins. On m'en refuse le Mont Blanc. Toi, quand t'as la nausée, je t'assure, c'est une galère. Donc là, tu subis un peu ton repas. Et pendant ce temps-là, on parle un peu au guide et on leur dit, quand même, on a mal au crâne. Est-ce que vous avez des astuces pour le faire passer? Et du coup, on parle un peu du mal des montagnes. Du coup, les guides, ils nous font un petit topo sur le mal des montagnes. Ils nous expliquent qu'il y a 2 facteurs très importants qui le créent. C'est 1, est-ce que vous avez fait un gros effort à plus de 3500 mètres et est-ce que vous êtes resté plus de 6 heures en altitude? Et le deuxième, c'est est-ce que vous êtes bien acclimaté? Bien acclimaté. Et après, il enchaîne en nous expliquant les différents stades de mal des montagnes. Donc, tu as le petit mal de crâne, gros mal de crâne, envie de vomir, tu vomis, tu as un œdème pulmonaire, un œdème au cerveau et après, c'est fini pour toi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc là, on n'est pas très rassuré et il nous dit, le truc très important, c'est si vous avez envie de vomir ou vous vomissez, prévenez-nous. Parce qu'on a eu un cas il n'y a pas si longtemps où un mec, il a été pas bien pendant le repas du soir, il a vomi toute la nuit, il nous a réveillés. Finalement, on l'a descendu en brancard de la montagne parce que le mec avait un œdème pulmonaire. On finit le repas, je tente de vomir, je vomis pas et on va se coucher. On prend un petit Doliprane pour la tête, mais ça sert à rien. Donc là, on tente de s'endormir. C'est vrai qu'on était un peu stressé. On entendait en plus la tempête dehors, ça soufflait très fort. Et finalement, à minuit et demi, je finis par m'endormir. Je dors 1h30 parce qu'à 2h, on avait le réveil pour se préparer. Donc à 2h, on se réveille et là, plus personne avait mal à la tête. C'était une bénédiction, tout le monde était en pleine forme, même pas de courbature, donc c'était le top. On va manger, on s'équipe et on sort dehors. Quand on sort dehors, il fait nuit noire. On allume nos frontales et là, il n'y a pas un bruit, à part le bruit du vent qui souffle très fort, entre 80 et 100 km/h, ce qui disait que la température, au lieu d'être à -6, on avait un ressenti de -16 degrés. On commence par des arêtes enneigées où de part et d'autre de la montagne, on peut voir la ville en dessous avec ses lumières. Donc c'est très sympa, jusqu'à ce qu'on arrive à une grosse pente. C'est là où tu vas commencer à subir. En gros, tu montes, et parfois tu dois même dépasser d'autres cordées. Donc là, ça te demande un effort vraiment supplémentaire. Du coup, là, j'observe un peu mon guide qui est juste devant, et je me rends compte qu'il utilise une technique qu'on normalement on utilise sur la glace, c'est de croiser les jambes quand tu avances. Et en fait, ça te permet de soulager l'effort qu'il y a au niveau de tes mollets, pour le répartir sur tes jambes. Et normalement, ça sert surtout à mieux accrocher la glace. Donc là, je tente cette technique et ça me fonctionne beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Je monte, mais je subis moins des mollets. On continue notre ascension. C'est assez long parce qu'on ne voit pas le sommet vu qu'il fait nuit. On atteint un redout, puis un dôme. Et là, le guide s'arrête. Donc c'est notre première pause. Donc là, je me dis super, je vais pouvoir boire, se reposer un peu. On attend la deuxième cordée. Et là, quand la deuxième cordée arrive, les guides se concertent et nous expliquent que notre ascension s'arrête ici. Et leur sentence est irrévocable. On était super déçus, un peu surpris, et on leur demande pourquoi, et ils nous disent que les conditions se sont empirées, le vent a forci, et qu'on arrive sur des arêtes vraiment pentues, et qu'avec le vent, on aurait trop de risques de chuter, donc ça devient trop dangereux, et qu'en bonus, personne ne pourra venir nous aider parce que l'hélico ne pourra jamais nous atteindre dans des conditions pareilles. Donc là, on se dit qu'on a quand même investi beaucoup de temps, d'efforts et aussi d'argent, parce que payer les guides, payer l'équipement, payer le refuge, payer le transport, payer la bouffe, ça te fait à peu près un budget de 1 000 € par an si tu veux gravir le Mont Blanc. Et quand ça fait 2 ans que tu te fais bolos par la météo, ça commence à faire cher. On prend une photo pour immortaliser ça quand même à 4304 mètres au dôme du Goûter, avant d'entamer la descente. La descente sur la pente en neige, c'est relativement sympa. À partir du moment où on arrive au mur de roche, que là on doit désescalader, là tu subis, puis t'as plus la motivation, du coup ça te brûle les jambes, t'es un peu saoulé en fait de ton ascension, t'as juste envie que ça se termine. On continue, et puis à un moment, on avait bien avancé, ça faisait plus de 2 heures qu'on était descendu les rochers, on était plus très loin du train, et il partait à 8h30. Et là, on dépasse un mec qui est avec ses 2 bâtons comme ça, bon il avance un peu péniblement, donc on les passe et tout, on arrive au train, on s'installe dans le train, et avant qu'il parte, on avait remarqué qu'un de nos guides était resté avec un autre guide, et cet autre guide était avec le gars au bâton. On voit les 2 guides qui arrivent, qui s'installent dans le train, et là en fait on voit le mec au bâton qui arrive, qui est à 30 mètres de nous, et là on voit, il marche, clac, clac, bah, il se pète la gueule. Et en fait ses jambes, elles s'arrêtaient pas de trembler comme ça,
Le mec était au bout de sa vie, il était en PLS total. Il se pète la gueule une première fois en plein sur la tête. Bon, il avait son casque, donc ça allait. Il se repète la gueule. Du coup, là, son guide, bon, quand même, il bouge son cul, il va l'aider. Et à deux, ils essayent de le porter, il se repète la gueule. Enfin, le mec, il est épuisé, tu vois. Et pourquoi je te parle de ce mec-là? C'est parce que si les conditions de météo avaient été meilleures, il aurait pu aller jusqu'au sommet du Mont Blanc, certainement. Mais il aurait eu sa PLS des jambes et sa subissante beaucoup plus tôt dans la descente. Et là, il aurait pu mettre vraiment tout le monde en danger. Donc c'est pour ça que je te dis, vraiment, la préparation, si tu y vas, ne la néglige pas. Pour conclure cette vidéo, est-ce qu'on retentera le Mont Blanc? Bien sûr qu'on le retentera, mais la prochaine fois, on le fera certainement sans guide. Donc on se préparera, on fera un stage pour avoir plus de connaissances en alpinisme et le faire nous-mêmes. Si ce type de vidéo t'intéresse, un peu débrief sur des expériences un peu particulières, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à liker la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir et comme ça tu pourras louper aucune de mes vidéos. J'en sors une chaque vendredi à 18 h. Je te dis à très bientôt, entraîne-toi bien et à la prochaine frérot. Allez, ciao. Moi je suis en pleine forme. T'es un malade, Bernard, un malade.